Eh bien, c'est parti. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce 6e atelier donc dédié au Qatar et dans un contexte très intéressant et avec beaucoup de perspectives à élaborer ensemble. Donc, le sujet étant le Qatar en contexte de post-Coupe du Monde. Quelles sont les perspectives pour ce pays? Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être en présence de Nathalie Demol-Belondrade, donc, qui est représentante de la société Qatar Hospitality. Mais Qatar Hospitality donc, fait partie de Cadran et donc qui est également membre fondateur de Cadran, donc si je ne me trompe pas, un groupe de travail, d'amitié et d'affaires franco-qatari qui est donc très très actif dans les relations d'affaires entre le Qatar et la France. Nathalie, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. L'intérêt pour nous, donc, c'est de comprendre quelques mois maintenant, on va bientôt être à 1 an suite à la Coupe du Monde qui s'est tenue en 2022, où en est l'économie qatari, qu'on sait qui est surtout caractérisée par sa force de frappe en termes énergétiques. C'est devenu véritablement un centre d'affaires dans la péninsule arabique. Mais aujourd'hui, voilà, au lendemain de la Coupe du Monde, quelles sont les perspectives qui se présentent pour ce pays? Et donc Nathalie, je vais vous laisser la parole pour nous l'expliquer, nous parler de ce marché. Et puis après, donc, on aura l'occasion d'échanger avec vous et que vous puissiez poser vos questions donc à Nathalie. Nathalie, la parole est à vous. Merci Lana, bonjour à tous. Merci beaucoup à BPI France de nous recevoir ici à l'Accor Arena. Je suis donc Nathalie Demol-Belondrade, je représente Cadran. Alors, ce qu'est Cadran, c'est un cercle. Exactement, c'est un cercle d'affaires, de dialogue entre les entreprises françaises et le Qatar. C'est une association en fait, qui a été fondée en 2014. Les membres fondateurs sont Qatar Airways, Bean Group, que la plupart d'entre vous connaissent, Qatar Airways, QNB, qui est la Qatar National Bank, et Qatar Hospitality. Donc, c'est 4 champions du Qatar, avec l'impulsion de l'ambassade du Qatar en France, qui représente en fait un dialogue. C'est vraiment une communauté de membres fondateurs, mais également de membres, c'est-à-dire de sociétés françaises et également des acteurs qataris qui en font partie, et pour établir, apprécier et trouver des opportunités de business et au Qatar et en France. Qu'est-ce qu'on est en fait finalement? On est entre un think tank où on réfléchit, donc c'est vraiment des moments de dialogue entre toutes ces entreprises-là, mais c'est également un club d'affaires où les entrepreneurs, les entreprises, que ce soit françaises ou qataris, se rencontrent, discutent et trouvent des opportunités ensemble. Quelles sont les missions en fait de Cadran? Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de dialoguer, c'est un cercle d'amitié. Qu'est-ce qu'il y a dans le dialogue pour nous, Cadran? C'est surtout de la compréhension, c'est-à-dire on essaie de faciliter la compréhension par les entreprises françaises de la culture et de ce que c'est que le business au Qatar et vice-versa, c'est-à-dire essayer d'apporter, d'accompagner les entreprises qatariennes à comprendre comment faire, où faire et apprécier donc la culture business en France. C'est dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est-à-dire qu'on crée des événements. Donc, des événements, ça peut être des délégations du Qatar en France, des délégations d'entreprises françaises au Qatar. Concrètement, sur des thèmes très spécifiques. Ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur le tourisme, ça peut être sur la pharmaceutique. Donc c'est vraiment assez ciblé. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On publie avec HEC un rapport économique détaillé sur l'ensemble et où on en est dans les relations économiques franco-qatari. Donc on est dans du concret et dans ce que vous allez pouvoir trouver comme information et comme aide. On essaie de vous aider également sur quelle est la diversification en cours des relations économiques entre les deux pays. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, mais tout était centré autour de la Coupe du Monde. Non, pas que ça. Justement, la Coupe du Monde, c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Et là, il y a la suite. Et la suite, elle est substantielle. Voilà. Donc, on est dans des événements, des rencontres entre les personnes qui sont très concrètes et sur des thématiques. Ça, c'est ce qu'est Cadran. Maintenant, qui sont les 4 champions? Vous les connaissez. Donc, comme je vous ai dit, Qatar Hospitality, c'est le monde hôtelier. Qatar Airways, donc c'est le transport. Et c'est pas que les transports de personnes, c'est surtout le cargo également. QNB, c'est la force de frappe d'une banque.
qatari. Et enfin, Bein Group, c'est le sport, mais ce n'est pas que le sport, c'est également entertainment et les médias. Je suppose qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent un peu ou qui ont déjà travaillé avec le Qatar. Je voudrais que l'atelier soit pas dans un sens, mais soit aussi interactif pour qu'on puisse se poser les questions et que vous puissiez, vous, repartir avec des choses très concrètes. Donc, n'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous avaient des expériences au Qatar déjà. C'est avec grand plaisir qu'on peut établir le dialogue. Pour débuter, qu'est-ce que le Qatar? Le Qatar, c'est une région qui est quelque part aussi grande que l'Île-de-France, donc qui est relativement petite. Le Qatar a développé ses relations avec la France il y a 50 ans, donc ça fait 50 ans que c'est assez établi. Et le Qatar, aujourd'hui, reçoit 200 entreprises françaises, avec des relations économiques stables, établies, depuis quelques temps. Quand je dis quelques temps, ce n'est pas juste 2-3 ans, c'est depuis plus de 10 ans. En 2008, le Qatar a établi sa vision pour 2030. La vision 2030 est une vision qui est basée sur la diversification. Pourquoi la diversification? Parce qu'une fois qu'on a vu qu'il y avait du gaz, on ne peut pas s'arrêter là. C'est qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qu'on en fait, pas que pour le Qatar, pour un peu tout le monde. Donc vraiment des relations fortes. Sur la diversification, elle se repose sur 4 piliers aujourd'hui pour le Qatar. Le pilier humain, le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Donc lorsqu'on parle de diversification, on va aller chercher des entreprises sur chacun de ces piliers-là. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est pérenne et où on en est d'un point de vue économique? Oui, en fait, ça commence à devenir pérenne. Lorsqu'on se compare aux autres pays du Golfe, le Qatar, en fait, se fonde sur des bases et sur une sécurité juridique que les autres pays n'ont pas encore. Le code, ils ont des codes. Ils ont les codes du commerce, ils ont les codes des relations contractuelles. Donc pour ça, vous avez une stabilité juridique que vous n'avez pas encore chez les voisins. Et ça apporte beaucoup d'aisance lorsqu'on parle de relations économiques stables. C'est-à-dire, on part, mais avec qui on va et où va-t-on? Et est-ce qu'il y a une porte de sortie? Oui. Tout se passe très, très, très bien. Voilà, donc ça, c'était important. Je sais que souvent, j'ai des retours là-dessus. On peut se baser sur ces choses-là. En matière de transport, très important, la France est l'une des pionniers et donc le pilier des relations contractuelles avec le Qatar. Grâce à plusieurs entreprises françaises, le Qatar a pu développer des routes, des autoroutes, des hôpitaux, le tramway, le métro, et même post-Coupe du Monde, c'est encore en expansion. Donc ça ne s'arrête pas là. La diversification, on la voit surtout dans certains secteurs que sont par exemple le transport, mais le transport un peu différent, c'est-à-dire on va aller voir, comme disait mon prédécesseur, sur l'hydrogène, comment on peut faire. Est-ce qu'on peut travailler sur ça en circuit fermé ou pas? On va aller voir quelles sont les extensions possibles. Au niveau des hôpitaux, on va voir qu'est-ce qu'on peut vraiment améliorer, qu'est-ce qu'on peut apporter dans les hôpitaux. Pour ce qui est des cultures, par exemple, de l'agroalimentaire, le Qatar, en fait, veut absolument pouvoir être autonome sur ça. Donc, il va rechercher des moyens et il va chercher des partenaires pour pouvoir se développer là-dessus. Donc ça, c'est pour un panorama du dynamisme actuel que vous trouvez dans le pays. Ce qu'il y a aujourd'hui et quelle est la roadmap, on va dire, dynamique du Qatar. D'ici à la fin de l'année, le Qatar reçoit la Formule 1. D'ici la fin de l'année, le Qatar reçoit le Genève Motor Show. D'ici la fin de l'année, il y a la première exposition universelle d'horticulture. Ça, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, à Doha, quand vous y allez, vous pouvez sentir un dynamisme qui ne s'affaiblit pas. Début de l'année prochaine, vous avez la Coupe du Monde de basket, là-bas.
début de l'année prochaine, vous avez également la Coupe d'Asie. L'année prochaine, sur 2024, vous allez avoir les Jeux asiatiques. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une diversification sur tous les secteurs qu'il y a en cours en ce moment. Lana, vous êtes là. Je voudrais peut-être pouvoir passer le micro maintenant, si possible, pour savoir, parce que je voudrais écouter en fait certains et savoir si certains sont déjà au Qatar et ont déjà en fait une expérience et sur laquelle on peut commencer à bâtir des échanges. Absolument, vous avez raison. Donc on a la chance d'avoir un public assez dense. Est-ce que vous voyez déjà pour l'instant, au vu des propos qu'on vient d'entendre, des questions, des remarques, peut-être même des entreprises ou consultants, banques qui sont implantés au Qatar et qui aimeraient partager leur avis? Bonjour. Première question, quel est le niveau de maturité habituel, le stade de maturité des entreprises françaises qui participent à ce genre de rencontres? Juste pour nous présenter rapidement, nous on propose une solution de mobilité dans le golf et dans les resorts. On est encore une start-up, mais voilà, on se pose des questions et c'est pour cette raison qu'on est là. Alors, la maturité, vous voulez dire, est-ce que le siège social est là-bas? Non, pardon, le niveau de maturité, c'est-à-dire est-ce que c'est souvent des entreprises qui ont déjà un marché? Il y a tout type, c'est-à-dire que vous allez avoir... Il y a des startups également. Non, alors vous allez avoir du CAC 40 établi, vous allez avoir des petites entreprises, je pense à Gossin qui était une petite entreprise il y a 2 ans et qui, grâce à ses inventions autour de l'hydrogène, a réussi finalement à ouvrir des contrats non seulement au Qatar mais également dans les autres pays du Golfe, y compris en Arabie Saoudite, et qui maintenant commence à exporter aux États-Unis. Donc elle est passée de toute petite à assez importante dans le paysage. Vous allez avoir des TPE, vous allez avoir des PME, vous avez de tout, vraiment. Et alors, maintenant, il n'y a plus besoin de joint venture, donc le partenariat local n'est plus requis, contrairement à d'autres pays du Golfe et contrairement à l'historique au Qatar. Donc ça, vous ne l'avez plus. Ce qui était un frein, enfin pas un frein, mais ce qui était en fait quelque chose de supplémentaire à avoir en tête lorsque vous y alliez. Là, aujourd'hui, non. Et pareil, si jamais vous voulez également ouvrir, vous implanter là-bas, vous n'avez pas une obligation d'implanter votre siège social à Doha ou enfin au Qatar de façon générale, ni à Lusail. C'est toujours plus facile. Vous bénéficiez donc d'une certaine sécurité, vous bénéficiez d'infrastructures, vous bénéficiez de beaucoup de choses sans avoir cette obligation. Oui. Et quel est le processus exactement pour les entreprises françaises qui souhaitent rejoindre? Alors, ils ont créé un one-stop shop. Enfin, moi, je l'appelle one-stop shop, c'est-à-dire que c'est comme un desk. Vous arrivez là-bas et c'est eux qui vous déroulent le tout. Toute la formalité à Doha. Alors, attendez. À Doha, d'accord. Oui, tout à fait. Ça s'appelle... je l'avais lu... je vais vous le retrouver. Je vais le retrouver tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question? Très bien, merci. Bien sûr, je vous en prie. Ma question, c'est justement sur la continuité de ce qu'a dit le monsieur. C'est sur le partenariat local. Oui. Est-ce que c'est pour tous les secteurs ou c'est juste... le fait qu'il n'y en ait plus? Ouais. Oui, non, il n'y en a plus. Il n'y a plus cette obligation-là. Tout à fait. D'autres questions ou commentaires peut-être à nous faire remonter? Ah voilà, excusez-moi, j'ai trouvé votre réponse. En fait, c'est le guichet unique d'investissement. Ça s'appelle Investment Promotion Agency. Voilà. Même dans la défense, il n'y a plus d'obligation de... Alors non, peut-être que dans les marchés régulés, vous allez avoir quelque chose. Mais ça, là, je parle d'un entrepreneur qui me posait cette question spécifique. Effectivement, si je dois parler, enfin, si on part sur du Dassault ou sur des entreprises plus sensibles, effectivement, il va y avoir une coopération. Mais la coopération, elle va peut-être pas être au niveau de Cadran, elle va peut-être être au niveau de Bercy directement. Oui, parce qu'il y a toujours l'objectif des pays du Moyen-Orient de devenir... autonomes d'un point de vue industriel et de pouvoir avoir leurs propres industries. Donc c'est un des biais, donc ça ne va pas s'arrêter comme ça. Quand vous me dites ça ne va pas s'arrêter comme ça, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de partenariat? Non, le fait qu'il y ait des partenariats et des obligations d'offset dans ces pays-là. Oui, tout à fait, mais dans la défense, je pense que ce n'est pas que dans les pays du Golfe l'histoire du partenariat. Je pense que dès qu'on parle de défense et des choses comme ça, je pense qu'il y a la régulation et effectivement les gouvernements qui vont s'en mêler. Ça dépend. En Europe, il y a une loi qui dit qu'on n'a plus le droit de faire d'offset. D'accord. Entre les pays. Je travaille dans la défense, donc c'est pour ça. Et j'habite au Moyen-Orient. Donc,
Et par contre, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud, il y a toujours ces obligations. Et donc, ça nécessite de trouver des partenariats locaux et de faire des joint ventures ou des partenariats entre le vendeur qui est un Européen ou un Américain ou n'importe quoi et une société locale pour qu'il y ait une partie de la production qui est faite localement, quoi. Oui, j'en doute pas. Bah, ça me semble tout à fait logique vu le secteur sensible, effectivement. Merci. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? On pourra revenir dessus. Mais, je sais pas, je voudrais en profiter, Nathalie, pour vous en adresser une parce que justement le sujet a été abordé durant votre intervention sur Cadran, justement, pour Oui. nos interlocuteurs qui sont intéressés par ce cercle. Quelles sont les perspectives à venir? Comment vous voyez le rôle aussi de Cadran pour les années à venir? Et est-ce que vous avez des échéances, des événements qui pourraient attirer l'attention de nos participants? Alors Cadran, effectivement, va s'inscrire dans du long terme en tant que facilitateur. C'est-à-dire c'est vraiment une association qui va faciliter le dialogue, la communication entre sociétés, que ce soit des sociétés au Qatar ou que ce soit des sociétés françaises. Et donc c'est un club d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On n'est pas là pour faire plus que aider les entreprises à s'y retrouver. Dans les actions concrètes, nous avons les rencontres du Cadran. Les rencontres du Cadran qui, cette année, sont placées sous la thématique du tourisme parce que c'est la priorité de diversification pour 2023, potentiellement pour 2024. C'est ce sur quoi, en fait, l'élan de la Coupe du Monde nous porte pour l'instant. Donc, dans les rencontres du Cadran, vous allez avoir des intervenants spécifiques au tourisme dans le Golfe, au Qatar et des grands porteurs du tourisme qui seront là. On va restituer également l'étude d'HEC. Dans cette étude-là, vous allez avoir les chiffres, les vrais chiffres de l'économie et donc des relations économiques entre la France et le Qatar pour l'année 2023. Et une fois que les rencontres sont passées, on enchaîne sur une délégation française au Qatar sur quelques jours. L'année prochaine, ce sera une délégation du Qatar sur l'île ou Toulouse, c'est pas encore décidé, mais il y aura bien sûr cela. On organisera une rencontre autour des Jeux Olympiques à Paris. C'est très important pour nous. On sera à Vision Golf l'année prochaine, parce qu'il y aura une Vision Golf qui sera organisée par Bercy, on sera là. Donc on continue en fait ce talk très serein et que ce soit assez efficace entre les deux sociétés. Société qatari et française. Merci. Et pardon, je rebondis. Cette étude HEC dont vous parlez, est-elle consultable en ligne? Est-ce qu'elle est ouverte au public? Tout à fait, elle sera consultable en ligne juste après les rencontres du Cadran. Ok, très bien. Est-ce que peut-être avant d'enchaîner sur d'autres questions, est-ce que certains ont des questions concernant Cadran? Oui. L'agenda que vous venez de partager, il est disponible quelque part et sur le site de Cadran. Le site de Cadran. Oui, tout à fait. Merci. C'est un agenda roulant. Voilà. Le site est juste devant vous. Voilà. Formidable. Peut-être si on n'a pas d'autres questions concernant Cadran, justement, juste revenir sur le biais français un petit peu. Vous, oui. Quelle est la lecture, justement, parce que vous êtes dans un cercle quand même privilégié de vision, justement, des entreprises françaises. Quelle est la vision que vous avez des entreprises françaises? Nous, en plus, on a toujours cet angle PME française. Oui. Comment est-ce qu'elle se positionne sur le marché? Alors, merci. Oui, alors elle est très dynamique. On revient d'une délégation qatari à Nantes. Donc, on a passé quelques jours à Nantes avec plusieurs hommes d'affaires qataris. Donc, ils vont dans les régions françaises. L'année dernière, au début de cette année, on était à Lyon. Et là, on est à Nantes. À Nantes, on était avec la Chambre de commerce de Nantes et avec des entreprises du bassin nantais. Les entreprises du bassin nantais, elles ne sont pas toutes des entreprises du CAC 40. Ce sont des TPE, des PME, ce sont des entrepreneurs qui ont du 360, c'est-à-dire les produits, les innovations portent sur tous les secteurs d'activité qui aujourd'hui intéressent le Qatar. Donc pour revenir à votre question, c'est vraiment le Qatar est à la recherche d'agilité, de volonté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir proposer quelque chose qui puisse les intéresser.
que ce soit là-bas au Qatar ou que ce soit un investissement qatari en France. Donc c'est dans les deux cas. C'est assez flex. Même si le Qatar souhaite vraiment de faire de l'exportation, de la réexportation, comme on le sait, c'est quand même le premier exportateur de gaz non liquéfié, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à ce transport-là. Merci. Peut-être quelques questions ou remarques sur la présence française au Qatar avant. Oui. Le rôle de la BPI dans tout ça et dans quelle mesure la BPI aide ou a des dispositifs spécifiques sur le Golfe ou sur le Moyen-Orient? Alors ça, je pourrais malheureusement pas vous répondre. J'aimerais beaucoup. Je sais qu'il y a des représentants de la BPI ici. On pourra en discuter tout à l'heure et je pourrais vous mettre en relation avec grand plaisir et ils pourront vous aider sur ça. Puis, je me permets effectivement, oui. concernant la BPI, effectivement, donc le Qatar, on a l'habitude d'avoir un vivier d'entreprises qu'on soutient. Donc on est capable en fait de soutenir, il faut que ce soit une entreprise française qui ait un sirène français, autrement on ne peut pas activer nos produits. 99% du temps, il faut un minimum de 3 bilans financiers pour pouvoir être en mesure de financer ou de garantir sur ces activités. Donc c'est à la fois des activités soit d'implantation au Qatar, donc ça soit ouverture d'une filiale, opération de croissance externe, ou alors également tout simplement le fait d'exporter, d'avoir des contrats d'exportation que nous, on est à mesure à la fois de garantir, mais on peut aussi financer l'acheteur étranger en fait. Bon, alors je ne vous cache pas que ce qu'on appelle donc ce crédit export, où on vient financer l'acheteur étranger d'un bien français, c'est plutôt rare au Moyen-Orient. On est quand même sur des marchés où il y a énormément de liquidités et les acheteurs ont peu besoin en fait de lever de la dette pour acquérir de l'équipement, mais c'est ce qu'on peut faire. Et le seul produit qui peut être intéressant, notamment lorsqu'on est dans le cadre d'une start-up et qu'on souhaite prospecter un marché et connaître quels sont à la fois où est-ce qu'on va trouver un distributeur, un client, que vous avez besoin de payer du billet d'avion jusqu'à l'inscription d'un salon, alors à la commande d'une étude de marché, on a ce qu'on appelle l'assurance prospection. Donc c'est un produit qui est très connu, c'est pas un prêt, c'est une avance remboursable. En fait, on détermine ensemble quelles vont être vos dépenses et nous on est en mesure en fait de financer, de vous donner une avance de 65% du montant de toutes ces dépenses. Et donc c'est assez opportun parce qu'on vous laisse 5 ans avant de vous demander le remboursement de cette avance qui est proportionné au succès ou pas de votre prospection. Donc voilà. Et l'avantage, c'est qu'on ne demande qu'un seul bilan financier pour activer ce produit. Donc voilà, donc on peut commencer très très jeune. Donc voilà. Et oui, question. Bonjour, merci. Par rapport aux perspectives post-Coupe du Monde, il y a effectivement les visions 2030, vous en avez parlé. Quelle est votre vision, votre perspective à vous par rapport à son état d'avancement et à sa réalisation? Parce que les Émirats sont très très bien avancés, on peut même dire qu'ils ont déjà bien diversifié leur économie, surtout à Dubaï. L'Arabie aussi, ça avance beaucoup, les grands projets, Neom, etc. Qatar, on a peut-être un peu moins de visibilité là-dessus. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, on est dans l'année de transition, c'est-à-dire que c'est une année de digestion juste après Coupe du Monde, ça c'est certain. Mais la diversification, elle est déjà enclenchée. C'est-à-dire que, effectivement, là, quelques mois après, on voit que ce qu'on voit concrètement à Doha, c'est les gros événements qui sont là depuis et qui arrivent. Et ce sont des gros événements sportifs dans un premier temps. Mais il y a également les gros salons qui arrivent. Donc là, je parlais de l'exposition universelle d'horticulture, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il y a de l'agrotech qui arrive et ils vont essayer de se diversifier sur ce segment parce qu'ils ont toutes les infrastructures pour. C'est-à-dire, ils ont les infrastructures non seulement pour recevoir telles que les stades, etc., mais ils ont également les infrastructures pour drainer tout le tourisme, j'ai envie de dire, de ces expositions, de l'aéroport au métro, aux hôtels, etc. Donc tout est là, tout est relativement neuf et c'est sur ça en fait qu'ils vont essayer de capitaliser. Pour in fine quoi? C'est-à-dire pour continuer dans une diversification beaucoup plus économique, c'est-à-dire de l'agro, de la pharma, c'est là en fait. C'est de l'industrie lourde, et c'est vers ça, vers quoi ils tendent, c'est sûr. Oui. Bonjour. Quand vous parlez de diversification, alors j'entends ce plan 2030, j'entends ces
one shot en tourisme avec des événements tout au long de l'année avec un marronnier bien précis. Mais voilà, nous, quand on a fait un voyage d'immersion en février là-bas, on a trouvé plutôt une ville à l'arrêt, prête pour quelque chose de plus grand demain, mais qui néanmoins aujourd'hui est assez vide en fait. Et nous, ce qu'on recherche finalement, c'est une vie au quotidien, des gens qui veulent rester y vivre et qui veulent s'investir à Doha et dans le pays. Et en fait, pour l'instant, on ne trouve pas ça. Alors oui, on trouve des investisseurs, on trouve des courants d'affaires, on trouve des gens qui viennent pour des événements bien précis, mais on n'a pas cette continuité tout au long de l'année de présence. Donc comment le Qatar va réussir à attirer et à fidéliser des expats, quoi. Alors, février, donc c'est vraiment post-Coupe du Monde. Je dirais c'est en construction. C'est à partir du moment où vous allez recevoir les sièges sociaux des entreprises tech, des entreprises d'agro, des grosses entreprises, à partir du moment où cette installation va se fondre en fait dans le paysage et où ça va commencer en fait à faire travailler les hôpitaux, les cliniques, tout le local, lorsque en fait l'agroalimentaire qui veulent développer. Et quand ils veulent, c'est quelque chose qu'ils font réellement. C'est-à-dire au Qatar, une fois qu'ils ont un objectif, l'objectif, il est toujours atteint. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce vers quoi donc, ils tendent. Et il faut que ça s'installe. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette installation de cette diversification, oui. Bonjour. Alors pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, alors moi j'ai eu l'opportunité d'aller au Qatar pendant la Coupe du Monde et j'ai été agréablement surpris par les infrastructures, par la qualité mais aussi par la quantité. Et pour rebondir sur la question, il y a quand même un challenge humain. Je ne sais pas comment le Qatar va réussir à attirer une immigration qualifiée, des travailleurs qui seraient prêts à venir s'installer au Qatar comme ils le font maintenant aux Émirats. Je ne sais pas si vous avez des prévisions. Alors ça, je ne le sais pas parce que là, on essaie de regarder dans une boule. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se lisser. En fait, ça va s'ajuster. C'est avec un peu ce temps, quoi. Vous avez vu, donc il y avait, quand vous étiez là pendant la Coupe du Monde, il y a eu plus d'1 400 000 touristes à ce moment-là, pendant cette période. Je sais que dans leur vision 2030, ils souhaitent atteindre 6 millions de visiteurs. Okay. Comme on s'est dit au début, le Qatar, c'est aussi grand que l'Île-de-France, un tout petit peu plus agrandi. Donc c'est une grosse concentration. Effectivement, là où le Qatar veut aller, il va y aller doucement. Il n'est pas du tout pressé. L'objectif, je pense que c'est une question de qualité. Là-dessus, ce ne sera jamais une question de quantité, ce sera une question en fonction des besoins et en fonction de ce qu'eux pensent qui est utile dans le cadre de leur vision 2030. C'est plus ça, en fait. Il me semble. Ouais. C'est une très bonne question. Oui. Merci. J'avais aussi une question peut-être un peu plus géopolitique ou politique, si vous avez quelques éléments de réponse. Comment est-ce que vous percevez la réintégration du Qatar au sein du bloc du GCC avec la fin du blocus? Est-ce qu'il y a des conséquences positives que vous commencez un peu à mesurer sur l'économie qatarienne et est-ce que les entreprises françaises peuvent en bénéficier? Et est-ce qu'il y a eu aussi des conséquences que vous commencez à percevoir sur le rapprochement qu'il y a eu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous médiation chinoise? Comment le Qatar là aussi se positionne là-dedans, ou si c'est encore un peu trop tôt? Alors, question éminemment politique. Je n'aurai pas toutes les réponses. La seule chose, c'est qu'effectivement, le blockade, comme vous en avez parlé, est terminé. Et c'est vrai que les rapprochements entre l'Arabie Saoudite et le Qatar est positif. Le rapprochement est relativement positif. Il y a du tourisme dans les deux sens, ce qui est très bien. Et il y a également du tourisme avec les Émirats. Donc les choses se sont relaxées, positivement, oui. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires sur ce point-là? Autrement, j'aurais une question, peut-être justement parce que vous avez évoqué le tourisme, et en plus vous êtes représentante d'une entité qui en fait son cœur d'activité. Justement, est-ce que comme les Émirats et l'Arabie Saoudite qui misent énormément sur leur tourisme pour avoir
pour développer l'attractivité. Est-ce que le Qatar prend également ce chemin? Est-ce que c'est une stratégie qui était en place bien avant? Comment vous le voyez, vous? Là, c'est vraiment une priorité pour le Qatar. C'est quelque chose sur lequel il souhaiterait vraiment se développer. Mais alors, ce serait un tourisme de qualité, dans le sens où il commence les musées que vous avez sont des musées extraordinaires qui ont été conçus par de grands architectes, dont Jean Nouvel. Et c'est à voir. C'est-à-dire, c'est vraiment s'ils vont se développer sur le tourisme, ce qu'ils veulent, ça sera de façon, comme j'ai dit, qualitative et avec le temps. Les infrastructures, et surtout là, j'ai envie de dire les infrastructures hôtelières, sont de premier ordre. Et ils vont vouloir justement que cela soit pérenne. Donc ils ne vont pas vouloir une usure ni des infrastructures ni du pays. Ils vont vouloir que cela en fait leur bénéficie à travers le temps. Que vous dire d'autre? Oui, il y a plusieurs les constructions qui ont été faites, les constructions hôtelières qui ont été faites pour la Coupe du Monde sont extraordinaires. Pour ceux qui ont été voir tout au long, c'est-à-dire pendant la Coupe du Monde et après, ont pu constater. Et elles ont été faites, pas seulement pour la Coupe du Monde, mais justement dans le cadre de tous les événements à venir, de toutes les expos à venir. Très bien, merci. Il y a eu un stade, parce que je sais que la question peut être posée, il y a un stade, c'est le stade de Container, qui lui est parti au Sénégal. Donc, qui a été démantelé et qui est bel et bien parti. Donc ça, c'était très positif. Très bien. Peut-être d'autres questions? Ouais. Je peux vous demander de faire passer le micro, s'il vous plaît. Alors, vous n'en avez pas encore parlé, mais est-ce qu'ils mettent en œuvre des avantages fiscaux pour les salariés ou les entreprises qui veulent s'installer Oui, les avantages fiscaux sont énormes. Alors, je ne suis pas professionnelle là-dedans et je ne voudrais pas vous donner d'erreur, mais il y a, je ne sais plus si c'est les entreprises qui ne... Alors, les entreprises payent 10% d'impôt sur la société et pour les salariés, ils ne sont pas soumis à l'impôt. Voilà, donc oui, la fiscalité est très avantageuse, très avantageuse. Oui, une question. Oui, alors ça concerne une PME que vous connaissez. Bon, je peux témoigner de la venue de la délégation du Qatar à Nantes, parce que j'en faisais partie des entreprises qui ont pitché pour présenter leurs produits, qui sont, pour ce qui me concerne, des équipements sportifs. Alors ma question, les échanges ont été super et franchement, on est prêt à recommencer. Donc pour une PME, maintenant c'est l'étape d'après. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quoi votre conseil à vous? Est-ce que vous pouvez conseiller les entreprises présentes à prolonger l'offre? Ou est-ce que c'est à charge de l'entreprise d'aller prospecter elle-même sur place avec les contacts qui ont été établis? Ou est-ce qu'il y a des process d'appel d'offres structurés, etc. Comment ça marche? Oui, très bonne question. Alors, Cadran sera toujours facilitateur, c'est-à-dire qu'on va toujours privilégier le dialogue et on va toujours mettre en contact. On est là pour ça, dans les deux sens. Maintenant, c'est à l'entreprise de nous dire ce qu'elle souhaite. Déjà, qu'est-ce qu'elle souhaite? Est-ce qu'elle souhaite aller là-bas? Est-ce qu'elle souhaite continuer à bénéficier d'investissements en France? C'est deux options. La dernière question, c'était? Alors, les appels d'offres, c'est très simple. Si vous êtes dans le privé, il n'y en a pas. Enfin, sauf si l'entreprise en elle-même, sauf si l'investisseur a envie de faire un appel d'offres. Mais sinon, dans le privé, c'est privé et donc ce sont les règles du privé. Dans le public, il y aura toujours un appel d'offres. Toujours un appel d'offres. Toujours. Ah, merci. D'autres questions? Non, il nous reste encore un petit peu de temps. Oui, bah, peut-être pour conclure, parce que quand même qu'on sache, est-ce que vous puissiez juste nous dire Katara Hospitality, que fait exactement votre entité, voilà, ça serait intéressant, je pense, de le savoir.
Alors Qatar Hospitality, c'est l'un des fleurons du Qatar. Ils en sont très très fiers. Et je sais que là aujourd'hui, Big est quand même sous le signe de la fierté. Donc c'est vraiment un portefeuille immobilier impressionnant qui appartient au Fonds souverain du Qatar de plus de 30 hôtels. C'est 30 gros établissements à travers le monde. Quelques-uns sont au Qatar, bien évidemment, dont celui qui a une forme dont tout le monde peut se souvenir. C'est-à-dire c'est une forme un peu en lune, ou en tout cas, il faut y voir deux sabres qui essaient de se connecter et qui a été créé pour la Coupe du Monde. Mais sinon, c'est un portefeuille. Je vais citer quelques noms, si vous me permettez. Donc, à Paris, vous avez le Peninsula, vous avez le Royal Monceau, vous avez Maison de l'Anneau. À Cannes, vous avez le Carlton Cannes. À New York, vous avez le Plaza New York. À Singapour, vous avez le Raffles Singapour. Donc, ce sont des établissements emblématiques, iconiques, qui sont en fait un héritage que le Qatar, dont le Qatar effectivement est propriétaire, mais dont le Qatar veut s'occuper. C'est-à-dire, c'est un investissement à très long terme et sur lequel il ne veut pas que ce patrimoine se dépérisse. Et pour cela, il peut être fier justement de porter avec lui quelque part les valeurs de ces établissements-là, parce que c'est ces établissements-là qui créent en fait une portée et pas le contraire. Quand on parle d'établissements comme ça, on parle également d'humains. Parce que l'hôtellerie, c'est pas seulement l'hôtel, c'est pas le propriétaire, non, ni l'opérateur, c'est surtout l'humain derrière et le nombre d'employés dans l'hôtellerie, dans la restauration que cela draine. Et c'est cela dont également on est fier. Dans ces paquebots, dans ces grandes maisons, dans ces petites villes que sont chaque établissement, il faut savoir que ça peut aller de 200 à 500, voire un peu plus au Qatar, personnes employées. Et ça peut être de tout. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'hôtellerie à la restauration, mais c'est surtout dans le tissu social que ça s'intègre. Donc, on est présent dans ces différentes villes que sont Paris, Cannes, Londres, Amsterdam, Madrid, Rome, Milan, Tanger, New York et en Suisse également, à Doha et à Singapour, mais c'est surtout des présences patrimoniales et c'est des présences en termes d'humains. Voilà, et c'est ce sur quoi en fait je souhaite également porter l'attention de chacun, parce que sans ça, ce serait dommage que des villes ne puissent pas porter un emblème aussi important. Formidable. Merci beaucoup, Nathalie. Écoutez, je vous propose qu'on applaudisse tous donc Nathalie pour cette très bonne intervention et pour avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup en tout cas. Et puis n'hésitez pas pour réseauter. Effectivement. Au revoir.